Et on va continuer cette semaine dans le monde. On va jeter un rapide coup d'œil, Chloé Lodreau, au dessin de presse concernant les mouvements sociaux en France. On en Très parlait rapidement, le dessin de Rousseau qui revient à l'essence du dessin de presse, un signe que tout le monde comprend, celui de l'impasse, l'impasse. et qui, je pense, résume assez bien la situation. Un autre dessin, celui d'Hermann, qui nous vient de Suisse, puisqu'Hermann publie dans la Tribune de Genève. Cette impasse, c'est l'impossibilité d'avancer. On voit bien le blocage. C'est cruel. Voilà, qui est effectué en partie par les syndicats. Et le fait qu'on ne puisse pas reculer. Manuel Valls, à droite du conducteur, qui dit « on ne reculera pas ». Et François Hollande, tout penaud à l'arrière de la voiture. On n'a plus assez d'essence pour ça. On n'a plus assez d'essence pour ça, qui fait évidemment référence au blocage des raffineries. Je voulais montrer ce dessin de Millon, puisque en début de semaine, la plupart, même la majorité des journaux n'ont pu être achetés, n'ont pu être publiés. Et quand même, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. C'est ce qu'a fait Millon en représentant Philippe Martinez en leader maximo. Jusqu'où peut aller la CGT ? On ne publie pas mon article, pas de journaux. Et il rajoute « et tout le monde portera la moustache ». Sinon, 3 petits points. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit les militants de la CGT sur le côté qui eux-mêmes sont un petit peu dubitatifs. Donc voilà, qui prennent un peu de distance peut-être par rapport à cette position qui a été, à mon sens, très discutable en termes de liberté de la presse. En France, quand même, il y a des règles qui voilà. Cette fois, ça a été trop loin. Un dernier ? Et le dernier de Chimulus qui m'a beaucoup fait rire. Pour enfin sortir de la crise, François Hollande qui commence à avoir une petite idée et malheureusement juste en dessous la CGT qui coupe la centrale et la petite ampoule qui s'éteint. Voilà, c'était pour le clin d'œil humoristique. Un mot de la fin sur ce débat, Francis Patindé ? Moi, je pense que c'est signe de vitalité démocratique que ça bouge en France. Parce que qu'est-ce qu'on ne dirait pas si c'était un glacis ? Ouais. Par ailleurs, je trouve que chacun est dans son rôle. Il y a des mouvements sociaux. Il faut prendre l'habitude de prendre les mouvements sociaux comme ce qu'ils sont, quoi, pas autre chose que ça. Voilà. Allez, on va passer au sujet suivant. Il concerne l'Irak. Sur le front de la lutte contre le groupe État islamique, la bataille de Falloujah est un événement d'importance parce que la prise de Falloujah avait été pour le groupe terroriste, l'organisation de l'État islamique, un événement fondateur au tout début 2014, le début d'une conquête territoriale. Est-ce que si Falloujah est repris, c'est plus qu'un symbole ou est-ce qu'il fallait d'abord viser Mossoul qui est peut-être plus intéressant économiquement ? C'est un symbole, mais c'est un symbole important. Ça a été à la fois la première ville d'où est partie la grande aventure de l'État islamique. Ça a été à la fois un des centres de l'insurrection contre les Américains depuis le début de leur intervention en Irak. Donc la symbolique est forte. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est dans le contexte. Aujourd'hui, l'État islamique, notamment en Irak, a perdu plus de la moitié des territoires dont il avait pris le contrôle. En Syrie aussi, il est sur la défensive. Donc on est quand même dans une phase où on peut s'interroger si l'État islamique, donc encore quelques mois, aura véritablement un territoire. Et surtout, si ce groupe, tel qu'il est, peut survivre sans territoire. C'est ça l'exception que ça pose. Ou bien est-ce que ça deviendra un espèce de mouvement ? Alors bon, le djihadisme va continuer, mais ça ne sera plus l'État islamique tel qu'il est. Et ce qui est fascinant aussi, c'est comment cet État islamique a construit lui-même la coalition qui est en train de le détruire. Au début, finalement, il arrangeait à peu près, ou il ne dérangeait pas trop qui que ce soit. Pour des raisons différentes, le régime l'utilisait contre la rébellion, les Turcs contre les Kurdes eux-mêmes pactisaient avec eux, etc. Et avec sa politique, avec la terreur, avec les attentats en Occident, il a lui-même créé cette coalition qui maintenant attaque entre guillemets son califat. Et de fait, évidemment, il ne fait pas le poids. Ça prendra du temps, ça prendra des mois. Ça sera peut-être très dur de reprendre Mossoul ou Raqqa, mais de fait, c'est écrit. Justement, la prise de Falloujah, le gouvernement irakien a rappelé que Falloujah, c'était une ville qui posait depuis toujours problème parce qu'elle est dans ce triangle sunnite, qu'elle a été l'un des bastions de Saddam Hussein, ensuite d'Al-Qaïda, après de l'organisation de l'État islamique. La prise de Falloujah, quand bien même elle serait reprise, cette ville, aux mains du groupe État islamique, le problème ne serait pas résolu pour autant. C'est quand même... toujours dans la ligne de Marx, c'est quand même une étape importante. C'est quand même une ville qui est à 50 km de Bagdad, donc qui fait peser en permanence un poids une menace sur Bagdad. On peut expédier à partir de Falloujah un certain nombre de gens pour commettre des attentats, etc. C'est dans l'imaginaire irakien
c'est quand même la ville qui a infligé une demi-défaite à la toute-puissante armée américaine qui a vécu sa bataille la plus effroyable depuis la guerre du Vietnam. Et donc, il y a quand même ce mythe sunnite. Et donc, c'est très important pour ce gouvernement irakien de dire « nous avons libéré une ville sunnite qui est d'accord pour être libérée, etc. » Ce qui explique aussi probablement la défense acharnée de l'État islamique à ne pas perdre la ville, parce que ça ne se passe pas aussi facilement que prévu, pour entretenir le mythe qui lui-même est un moteur de l'entretien de l'État islamique. Ce qui m'inquiète, moi, un peu dans tout ça, c'est qu'on mène la guerre à l'État islamique, c'est très bien, et on réfléchit peu à la post-guerre et à la reconstruction de ces États du Moyen-Orient qui sont totalement démembrés. C'est-à-dire, on parle de l'Irak et de l'armée irakienne comme si c'était une entité cohérente et fonctionnelle. L'Irak est une entité divisée, non cohérente, non fonctionnelle, soutenue à plein régime par les États-Unis. J'ai vu le chiffre absolument faramineux de l'argent qui a été dépensé par l'Amérique en 15 ans sur l'Irak. La Syrie, on parle de paix, de conférence 1, conférence 2, conférence 3, conférence 4. Il n'y a pas de solution syrienne. Donc les deux États mandataires les plus importants sont totalement disloqués. On pourrait parler périphériquement du Liban qui est un problème. On pourrait parler de la fragilité de la Jordanie. On pourrait parler du problème palestinien. Donc tout ça reste une espèce de chaos permanent qui lui-même va allumer différentes mèches qui viendront quand elles viendront. Donc l'État islamique est une mèche. Elle va être peut-être détruite. Il y aura toujours des djihadistes, il y avait Al-Qaïda, il y avait Al-Nusra, il y en a d'autres, etc. Mais personne n'a de solution réelle sur une réécriture du Moyen-Orient contemporain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir quelque chose de fonctionnel où les peuples trouvent leur place, où les Kurdes ne sont pas en guerre avec les Turcs. On n'a pas parlé de la guerre turco-kurde. Donc tout ça est très effrayant vu de l'extérieur. Alors justement, vous parliez de l'incohérence de l'armée irakienne qui est faite de plusieurs éléments en tout cas. Justement, Falloujah, là, l'armée irakienne essaye de freiner en quelque sorte pour épargner les civils, et les milices chiites veulent avancer pour libérer Falloujah du groupe État islamique. Ça, c'est vraiment aussi un problème aujourd'hui de la cohérence de cette intervention. Disons, à chaque fois que les milices chiites sont intervenues aux côtés de l'armée, on l'a vu lors de la libération, de la reprise de Tikrit, il y a eu quand même des exactions assez fortes contre les civils. Ces milices chiites partant de l'idée que les sunnites qui sont restés sous la domination de l'État islamique, quelque part, ils s'arrangeaient avec l'État islamique. Et donc on se retrouve sur une guerre ethnique, voilà, et une guerre donc voilà, confessionnelle. une guerre ethnique, la vengeance, etc. Donc effectivement, tout le but de l'opération, pour le moment, c'est d'abord de faire intervenir l'armée et pas les milices chiites, et d'avoir créé, ça commence à marcher, des milices sunnites, des tribus, qui ont été à une époque, qui ont toujours été hostiles à l'État islamique, ou qui ont à un certain moment plutôt pactisé avec lui, mais qui maintenant sont contre, et qui effectivement donnent ces garanties. Mais c'est aussi pour ça que la reconquête, par exemple, d'une ville comme Mossoul est très complexe. Parce que les Kurdes peuvent y aller, ils sont sunnites en plus, mais c'est pas une ville kurde. Les milices sunnites sont pas encore assez fortes. Et l'armée irakienne n'est pas prête à une guerre urbaine dans une ville de 2 millions d'habitants. De 2 millions d'habitants. Le Premier ministre irakien, il a dit espérer que l'année 2016 serait celle de la victoire finale contre le groupe État islamique. Au vu de la difficulté à reprendre Falloujah, on peut penser que son vœu ne sera pas exaucé. Moi, je pense que si territorialement on les contraint, si on arrive à couper, parce que moi, il y a un mystère, c'est le financement. Je continue, je suis un partisan de la théorie du complot sur les financements. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment cette organisation fonctionne avec l'argent qu'elle a. Il faut des banques, il faut des transferts, il faut des services financiers. Je pense que si on arrivait déjà à contrôler tout ça, on gagnerait beaucoup. Et ils ont basé leur mythe quand même sur le terrain. Toute la nouveauté, c'était de dire, nous, on n'est pas dans la théorie Al-Qaïda de la guerre mondialisée, on est sur le terrain, et à partir du terrain, on agit. Et là, s'ils perdent le terrain, quand même... S'ils perdent le terrain, c'est la fin, Francis Patindé ? Moi, je pense que oui, mais ils trouveront des terrains ailleurs. Et on peut quitter aussi, on peut imaginer quitter l'Irak ou la Syrie et aller en Afrique du Nord. Oui, par exemple. Où ils sont déjà. Voilà. Donc, mais ça a été la grosse évolution dernièrement, c'est que plusieurs djihadistes européens se sont repliés justement sur la Libye. Mais là aussi, sur la Libye, ils sont sous pression. Alors, ce qui pourrait être très difficile, c'est que l'idée de la conquête de territoire était une preuve dans leur rhétorique du fait qu'ils avaient le soutien de Dieu. À partir du moment où ils perdent les territoires, où ils sont totalement sur la défensive, donc cette rhétorique ne marche plus, donc ils sont maintenant dans une espèce de vision eschatologique, catastrophiste de l'épreuve finale, etc. Mais
quand même, leur fascination était sur le fait qu'ils avaient un territoire où on pouvait aller, où on pouvait s'installer. On voyait justement les trucs sur les réseaux sociaux lancés par exemple les volontaires, les Français qui avaient été rejoindre l'État islamique. C'est génial, on a une mitraillette, des petits chats, des femmes, on est bien payé. Voilà. Donc, une grande partie de la fascination venait du territoire. Et aujourd'hui, ça, c'est déjà fini. Il y a des bombardements réguliers, le territoire se restreint, l'évidence, ils ont de plus en plus de pertes. Donc, de ce point de vue-là, il y a une spirale en train descendante. Il y a quand même la Libye. Hein. C'est-à-dire que c'est... Et le Sahel. Et le Sahel. Mais surtout la Libye aujourd'hui. Le Sahel, c'est que Boko Haram aussi est en perte de territoire. Enfin, Boko Haram aussi est en perte de territoire. Mais c'est une guerre, enfin, je veux dire, qui a plusieurs fronts et sur lesquels l'Occident et les alliés de l'Occident ont des attitudes différentes selon les fronts. Il y a un grand silence qui entoure la position saoudienne qui est au centre de tous ces jeux très compliqués. Donc je pense que malheureusement, ceci couplé au chaos oriental, je pense qu'on en a pour un certain nombre d'émissions à en parler. À continuer à en parler, ça fait déjà un moment qu'on en parle. Chloé Laudroux. Oui. Alors le dessin de Paresh qui a été publié dans le Khaleej Time en Inde, qui montre ces civils, comme on le disait, qui sont pris entre deux feux et entre deux menaces, à la fois celle de l'État islamique, puisque ce soldat de Daesh dit peu importe qu'il me manque de munitions, j'ai un bouclier, et sur le bouclier, on voit donc ces civils, bouclier humain. des civils, un bouclier humain. Et de l'autre côté, il y a aussi cette menace des milices chiites qui parfois ont opéré une certaine répression envers les civils. Et donc, c'est la menace qui pèse sur les civils de Falloujah, qui est également montrée par le dessinateur Emad Hajjaj de Jordanie, dans ce dessin qui montre un petit peu Falloujah complètement isolé, avec ces civils qui semblent tendre la main et en même temps essayer de se protéger des roquettes, qui montre bien la complexité de la situation donc, de c'est ces la situation populations minée civiles. aussi par les civils qui se trouvent sur place. Oui. Et la victoire sur l'État islamique n'est pas aussi rapide que prévu. Un dessin de Payan qui nous l'a envoyé d'Iran, sans bulle, sans légende, qui, je pense, amène au recueillement et à l'empathie par rapport au sort de ces civils. Et je voulais finir sur ce dessin qui nous a été envoyé d'Allemagne par Myriam Würster. Et il m'a fait sourire, puisque la maman est en train en fait, de disputer son petit garçon et elle lui dit « Ta chambre semble comme si on y avait fait exploser une bombe. » Donc bon, c'est la petite touche d'humour. Un petit peu léger. Sujet. Oui, voilà. On va continuer à parler du Proche-Orient, mais cette fois du point de vue de la conférence de Paris, de la réunion de Paris aujourd'hui pour une initiative française de paix entre Israéliens et Palestiniens. Justement, François Hollande a ouvert cette réunion en affirmant que la situation entre Israéliens et Palestiniens pouvait faire le terreau de la menace terroriste au Proche-Orient. On va l'écouter. Le contexte régional que nous connaissons, au Proche et au Moyen-Orient, le vide sera forcément rempli par les extrémistes. Quand le statu quo s'installe, quand les violences se multiplient, alors il y a des risques sérieux pour que le terrorisme puisse y trouver son terreau le plus fertile. Alors cette déclaration, c'est une façon de mettre la communauté internationale devant ses responsabilités en disant que ce n'est pas juste un problème israélo-palestinien. Oui, surtout, c'est de remettre à l'agenda de la communauté internationale le conflit israélo-palestinien. Bon, qui, à une époque, avait été très central, qui ensuite était passé au second plan, ensuite, et encore plus avec l'éruption des printemps arabes, puis les guerres, la guerre civile en Syrie et en Irak. Donc c'était un problème passé au second plan, qu'on a mis de côté, alors que ce problème, même s'il n'est plus central, même s'il n'est plus le seul, reste fondamental. Et le risque aujourd'hui, vu la dégradation de la situation sur le terrain, la montée des violences, c'est que il y a aussi un embrasement là. Et c'était le but de cette réunion. Et de ce point de vue-là, le but a été effectivement atteint. Au début, tout le monde était un peu sceptique. Et là, je voudrais saluer l'action de l'ambassadeur Pierre Vimont, qui avait été envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères pour organiser ça. Bon, de fait, il y a eu le secrétaire général des Nations Unies, il y avait les ministres des Affaires étrangères des principaux pays arabes, des principaux pays occidentaux, John Kerry était là. Donc, il y a réellement un effet de sens dans ce message qu'on envoie
Ensuite, bon, effectivement, pour le plus difficile commence maintenant. Parce que, bon, les Et deux c'est parties... particulièrement difficile, parce qu'Israël a dit que carrément cette initiative éloignait les espoirs de Il paix. n'allait pas dire autre chose. Mais ce n'est que le tout début d'un processus. Mais malgré tout, de ce point de vue-là, il y a quand même un effet de symbole, une photo, cette photo de famille où on voit tous les dirigeants, qui est quand même quelque chose qui fait sens. Francis Sur Patinet. cette photo, il n'y a pas les Israéliens ni les Palestiniens, les principaux concernés. C'est justement pour éviter les blocages, Absolument. en quelque sorte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord, le terrorisme n'a pas attendu le sommet de Paris avant de sévir dans cette région. Vous savez, une partie du terrorisme moderne est née là-bas. Les détournements d'avions dans les années 70 et tout. C'est pas le terrorisme tel qu'on l'entend aujourd'hui qui vient taper peut-être des capitales, encore que. Bon. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, l'initiative de Jean-Marc Ayrault est très, très intéressante pour moi parce qu'il s'agit de réunir une trentaine de personnes pour faire des petites fiches pour les deux principaux concernés. Pour qu'après, ça va de la culture à l'économie et tout. On leur fait des fiches qu'on va leur présenter, puis on va essayer de... Mais vous savez, vous comme moi, que ça tient quasiment à une personne. Le Premier ministre israélien. C'est le Mr. Niet, c'est le monsieur Niet de la planète aujourd'hui. Il dit Niet à Obama, Niet à tout le monde, Niet à Hollande aussi. Mais justement, moi je disais dans la presse qu'en quelque sorte, Paris essayait de mobiliser maintenant les populations et de passer au-delà des gouvernements qui bloquent. Est-ce que c'est vraiment l'initiative, l'idée française? C'est quand même difficile de dépasser les gouvernements qui bloquent, mais je pense qu'il y a il y a plusieurs messages. Je suis un peu d'accord avec Francis sur le côté les petites fiches. On va vous expliquer le bonheur de faire 2 États et ça va être génial plutôt que de vous faire la guerre et de laisser la place à toutes sortes de terroristes toutes cinglés. Mais je pense qu'il y a quand même le signal d'une exaspération internationale sur ce problème qui est à la fois essentiel, mais qui est vu aussi comme n'étant plus essentiel. Et donc, il faut régler ce truc qui handicape la normalisation de cette région. On en parlait avant, c'est plus possible. Et le fait que Kerry soit venu alors que lui-même n'était pas et que son administration n'est pas forcément derrière cette initiative, le fait qu'il y ait quand même eu 30 ou 35 délégations, c'est d'envoyer un message officiellement aux deux parties. Le message aux Palestiniens, c'est aussi retrouver un leadership, ayez un leadership représentatif, réglez vos histoires de représentativité aussi, parce qu'il y a un problème de représentativité maintenant à la tête de l'entité palestinienne, et un message aux Israéliens, vous avez le gouvernement le plus réactionnaire, le plus à droite, le plus conservateur, le plus colonialiste de l'histoire d'Israël, c'est pas possible. Alors, le message vient d'une administration américaine qui s'en va, d'une administration française qui s'en va, ou qui sera renouvelée, mais bon, c'est mal barré, de quelques hommes politiques arabes qui ne sont pas très crédibles, y compris dans leur propre pays. Donc, voilà. C'est vraiment une initiative pour la forme. Non, je pense que toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Je pense que si ça permet de débloquer d'1 millimètre, si ça permet de créer un mouvement dans l'opinion israélienne, par exemple, j'ai vu que des journaux comme Haaretz, etc., sont très en pointe sur ce sujet, en disant on ne peut plus être isolé à ce point-là, il faut écouter ce que nous dit le monde, il faut écouter le message qui vient de l'extérieur. Donc, si ça peut faire bouger des petites lignes pour avancer vers quelque chose qui viendra avec un nouveau président américain, alors ça dépend lequel, quoique les deux, dans ce domaine-là, ne sont pas très encourageants, et peut-être un nouveau leadership en Europe, en France, etc. Bon, pourquoi pas ? Justement, la France qui prend le relais des États-Unis, ça arrive à un moment... C'est pas prendre le relais des États-Unis. Là, on est dans une logique où la France est entre la diplomatie hôtelière, c'est-à-dire celle qui accueille la conférence, et la diplomatie de niche. Mais ce qui est vrai, c'est que la France aujourd'hui est revenue au Moyen-Orient, est revenue dans le monde arabe. On voit les relations avec l'Égypte, les relations avec l'Arabie saoudite, etc. Donc la France ne peut pas, dans cette logique-là, ne pas agir aussi sur ce conflit qui, effectivement, aujourd'hui n'est plus le conflit central, mais qui reste un élément fondamental, incontournable de tout ce qu'on peut imaginer pour une solution, disons, de stabilisation et de paix dans la région. On va regarder vite fait les dessins. Alors, si leurs représentants n'étaient pas présents à Paris, les dessinateurs israéliens et palestiniens nous ont envoyé des dessins cette semaine, et on commence par celui de Michel Kishka. Alors, il faut un petit peu le décrypter. On voit un van avec des hippies. Si on regarde bien, on y reconnaît Benjamin Netanyahou et Lieberman qui sont en train de gratter leur guitare pour chanter Give Peace a Chance. Donc, donner une chance à la paix. Voilà, de John Lennon. Michel Kishka, le dessinateur, mettait en légende « On connaît la chanson ».
Et en fait, à l'arrière, c'est un bus qui représente en fait les orthodoxes de Breslev, qui sont en fait des mystiques qui sillonnent le pays Israël pour convaincre un petit peu les masses de se convertir. Et dans la bulle, la traduction, c'est en fait qu'ils sont mécontents de la concurrence qui leur serait faite par ces nouveaux hippies qui chantent la paix sur leur van. Et de l'autre côté, le point de vue du Palestinien Khalil Abou Arafeh, qui compare la frontière en 67 et la frontière en 2016. Et on voit qu'en 2016, on fleurit de part et d'autre de la frontière de nombreuses constructions. On décerne une étoile. Donc voilà, c'est une allusion indirecte à la colonisation. Et donc on voit bien qu'avant qu'un processus puisse vraiment être engagé, il y a quand même des gros problèmes à régler. Et celui-ci... La colonisation, oui. C'est le premier d'entre eux. Très bien, merci beaucoup. On va passer à un œil sur les médias. C'est avec Myriam Abellal tout de suite. Bonjour Myriam. Bonjour Audrey. Allez, ce soir, vous allez commencer votre chronique sur le Proche-Orient. Oui, exactement. Je vais vous parler du Proche-Orient. J'ai vu que vous avez traité du sujet. Eh bien, j'ai envie de commencer par un adage très connu, attribué à l'historien et philosophe du XIVe siècle, Ibn Khaldoun. Il disait des Arabes, ils se sont entendus pour ne pas s'entendre. Eh bien, j'ai envie presque de dire la même chose sur les Israéliens et les Palestiniens ce soir, parce que en lisant la presse, on se rend compte qu'ils sont tous d'accord sur une chose, ça sera un échec. Ils le disent tous. Alors, en lisant, regardez par exemple ce dessin que j'ai trouvé dans la Sharq al-Awsat qui représente le gouvernement israélien avec d'un côté une mitrailleuse et de l'autre un rameau d'olivier et puis cette petite pancarte qui désigne la conférence de Paris. Donc déjà on a une idée de l'optimisme, j'ai envie de dire. Vous avez aussi donc dans l'article de Sharq al-Awsat tout un article en fait qui explique que personne n'y croit. On cite par exemple le Premier ministre palestinien qui dit que ça fait 20 ans qu'ils discutent et que ça fait 20 ans que ça ne donne rien. Donc pourquoi cette fois ça donnerait quelque chose? Et vous avez aussi d'autres dessins, par exemple celui-ci que j'ai trouvé dans El-Quds al-Arabi, qui est un journal pro-palestinien, où on voit Avigdor Lieberman, le nouveau ministre de la Défense, qui... tranche la tête à une colombe, un squelette de colombe qui tient un rameau d'olivier encore bien vert d'ailleurs dans son bec, et on voit Benyamin Netanyahou qui regarde la scène avec un sourire. Donc on imagine, voilà, le message de ce dessin est quand même fort. On a l'impression que voilà, tuer le reste, exactement. Ce qui reste de la paix. Tuer ce qui reste de la paix. Et la presse israélienne est d'accord là-dessus finalement. Regardez le dessin que j'ai trouvé dans Haaretz. On voit Benyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman sur une colombe. Ils survolent l'Égypte. On voit Abdel Fattah al-Sisi et puis un touriste qui essaye d'aller en Égypte avec le président égyptien qui est ravi de l'accueillir. Et puis Benyamin Netanyahou qui essaye de l'attraper, de l'empêcher d'y aller. Donc de saboter un petit peu cet élan. On comprend à travers ce dessin qu'il y a une stratégie derrière, notamment avec la nomination d'Avigdor Lieberman. Et en lisant l'article de Haaretz, il est clairement dit que tout ça est une stratégie, que même le lexique d'Avigdor Lieberman a été changé. Il a un peu modifié son lexique. Il a un peu tempéré les choses pour éviter d'attiser les tensions, mais que tout ça n'est qu'un jeu. C'est ce qu'on peut lire dans la presse israélienne, notamment dans Haaretz, surtout dans Haaretz. Et puis vous avez ce dessin encore dans Sharq al-Awsat qui résume un petit peu la situation au Moyen-Orient en général, avec l'oncle Sam qui joue au golf et qui est prêt à envoyer le globe dans un trou. Et bien sûr, c'est le Moyen-Orient qui est visé par le club de golf. Donc ça résume un petit peu toute l'ambiance actuellement dans la presse arabe en général. Et puis, autre histoire qui est très intéressante, ça c'est politique, ça c'est la diplomatie, mais il y a les mentalités. Une histoire qui a fait le buzz, et l'article est à lire dans le Quds al-Arabi, une actrice syrienne, Rim Nasraddin, qui a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle avait des origines juives. Alors, la déclaration était un peu, je dirais, maladroite, avec humour. Elle a dit j'ai des origines de Satan, j'ai des origines de djinn et j'ai des origines juives. Alors, de génie, le djinn. De djinn, voilà, de génie.
Et elle a été attaquée dans un premier temps par des gens qui la taxaient d'antisémite. Ensuite, elle a réagi en disant « Non, j'ai vraiment des origines juives, je suis syrienne musulmane d'origine juive. » Et là, d'autres attaques se sont élevées contre elle. Elle a fait l'unanimité contre elle. Regardez ces tweets qui parlent d'attaques virulentes parce que l'actrice a déclaré qu'elle avait des origines juives. Vous avez énormément de réactions sur Twitter. Et finalement, elle a fini par répondre en disant que les juifs syriens qui vivent dans le quartier El Amin de Damas aiment sans doute plus la Syrie que beaucoup d'autres Syriens. Et c'était sa conclusion, comme quoi peut-être qu'il faut d'abord que ça passe par les mentalités avant la diplomatie. Merci beaucoup Myriam Amellal, c'était un œil sur les médias. Merci à vous quatre d'avoir décrypté l'actualité. Restez avec nous sur France 24, l'actualité internationale, elle continue sur notre antenne.